Bonsoir à tous. Ce soir, on fait une petite soirée légère, hein, légère et court-vêtue. mais avec un sujet qui ne sera pas forcément léger et court-vêtu, qui sera un sujet hard. Donc on va d'abord faire un petit tour d'actualité. Ensuite, on va parler d'un livre ce livre s'intitule René Bousquet face à l'acharnement. C'est un portrait à la fois personnel, historique, de René Bousquet, dont vous avez certainement le nom présent à l'esprit. René Bousquet, c'est l'ancien secrétaire général de la police de Vichy, qui, après avoir été, blanchi par les tribunaux de l'épuration de toute accusation de collaboration, a été assassiné par un demi-fou. D'ailleurs, le mot est peut-être un petit peu faible, parce que je trouve que je connaissais ce bonhomme et qu'à mon avis, il était totalement cinglé, mais il a été bel et bien manipulé. Et le résultat, c'est qu'il a fini par assassiner René Bousquet dans son appartement il y a maintenant 3 ans. 3 ans, c'est ça. 3 ans, exactement. Voilà. Et on parlera de ce livre avec deux personnes qui sont très directement intéressées par le sujet. C'est d'une part Maître Guy Bousquet, qui est avocat à Paris et qui est le fils de René Bousquet, et que je remercie d'avoir accepté de venir à ce micro, parce que je crois que jusqu'à présent, il n'avait pas tellement tenu à s'exprimer d'une façon... dans les médias, il était plutôt resté un petit peu en retrait. Discret, c'est ça. Donc je suis tout à fait sensible à sa présence ici, je ne peux pas dire à la confiance, puisque nous ne nous connaissons pas, mais enfin au crédit qu'il me montre et ainsi, le crédit me fait que ainsi. j'ai retrouvé dans le livre. Voilà, et c'est surtout, je crois qu'il a envie de parler de ce livre d'Yves Cazot, mais je suis assez sensible au fait qu'il ait accepté d'en parler dans cette émission. Et puis l'autre invité de ce soir, c'est Jean Picolec, que nous connaissons, qui est venu plusieurs fois Radio Courtoisie, qui devrait y revenir prochainement, je crois, dans une autre émission, et qui est éditeur, et breton. Exact. Hein, je crois que... Et pied noir. Exact. Ce qui est quelque chose, je veux dire. Un pied noir, déjà, c'est pas mal. J'en connais quelques-uns. En général, c'est quand même une race assez... Bon, enfin, on va Oui, mais dire... derrière Voilà, chaque vague de l'océan, on trouve un breton. Voilà. Et alors, en plus, il y a un breton. Il est breton. Quelle horreur. Breton, et puis, non, enfin, qu'est-ce que Et l'instituteur de mon père était le père de François Brugnot. Ah bon, dis donc. Je sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais ça a certainement un sens extrêmement lourd. Alors Jean Picolec est un ami depuis, je sais pas, on compte plus maintenant. 4 lustres, on est tellement vieux. Oh oui, facilement 4 lustres. Oui. Et c'est un éditeur, c'est-à-dire que c'est un éditeur comme je les aime, et vous savez, parce que je dis ça à ce micro à peu près chaque semaine, les éditeurs que j'aime sont les éditeurs fous, c'est-à-dire les éditeurs qui font ce métier pour la beauté du métier, pour publier des livres que personne ne veut publier, dont personne ne parlera, en espérant que beaucoup de monde, que beaucoup de lecteurs finiront par se manifester. Ça t'a pas trop mal réussi, Jean. Tu as eu quand même quelques beaux succès d'édition. Oui, mais ça a été ça a été une surprise pour certains de l'établissement. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà, donc c'est un éditeur qui est, comme son nom l'indique, le fondateur et le directeur des éditions Jean Picolec. Il a été d'ailleurs, on peut encore le dire, ça va pas te fâcher, on peut raconter il a gardé, voilà, il a été le patron de la table ronde, exact. Après le fondateur de la table ronde, Gwenaël Bolloré. Qui était, après Gwenaël Bolloré, mais le fondateur c'était plutôt, rappelle-moi son nom. Roland Lodenbach. Roland Lodenbach. Donc après Lodenbach et Bolloré, il y a eu Jean Picolec, et jusqu'à ce moment-là, y compris pendant cette période-là, la table ronde a été une très grande maison d'édition. Elle tournait. Voilà, la table ronde tournait. Et il y avait beaucoup de chevaliers qui étaient assis autour. Après, c'est devenu un petit peu autre chose. Hein. Voilà, je dis mon opinion. Je ne sais pas si tu la partages, tu le diras pas. Absolument, je partage ton opinion. Tu partages mon opinion. C'est pas un lâche, ce mec. Donc voilà, alors dans quelques instants, on va parler de ce livre de Yves Cazot. D'Yves Cazot, comment dit-on? Moi, j'ai jamais su. Tiens, Madame l'Institut, on dit de Yves Cazot ou d'Yves Cazot? Non, d'Yves Cazot. D'Yves Cazot, pourquoi? Il n'y a pas un H à Yves. J'ai envie de mettre une H. Une H. Voilà. Alors, maintenant parlons un peu d'actualité. Je voudrais dire un mot d'abord de Ici Maintenant, parce que j'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques et de lettres d'auditeurs me disant « Vous ne parlez pas d'Ici Maintenant ». Alors, évidemment, j'ai beaucoup moins souvent parlé d'Ici Maintenant qu'Ici Maintenant n'a parlé de mon émission, ça c'est certain.
Je ferai les réflexions suivantes. Je dirais d'abord, vous savez, à force de dénoncer tout le monde, il y a bien un moment où vous faites dénoncer vous-même et il vous arrive ce que vous espériez faire arriver aux autres. Ça, c'est une leçon de morale élémentaire. La deuxième réflexion que je voudrais faire, c'est que, n'ayant strictement aucun lien, ni de sympathie, ni même d'estime, avec les gens d'ici maintenant, je pense quand même que ce qui leur arrive est très exactement un mauvais coup et un piège. Parce que, de quoi les accuse-t-on? On les accuse d'avoir manqué de maîtrise de leur antenne. Parce qu'ils ouvrent l'antenne aux auditeurs. C'est-à-dire qu'ils ont des auditeurs qui téléphonent et qui s'expriment librement à l'antenne. Et naturellement, il y a des auditeurs qui tiennent des propos qui sont des propos politiquement incorrects et légalement interdits, si j'ose dire, ou des propos illégaux, des propos qui portent sur le seul sujet, dont il est interdit de parler, que ce soit dans les livres, ou à la radio, ou à la télévision, dans tous les médias. Le sujet interdit. Verboten sujet. Comment dit-on sujet en allemand? J'ai oublié. Alors, en fonction de propos qui ont été tenus, si j'ai bien compris, une fois à cette antenne, qui commencent par mort, haut, et qui finissent par autre chose, on a interdit cette radio. Alors je dirais la chose suivante, c'est que d'abord, c'est très exactement comme si on mettait la dame pipi au chômage parce que quelqu'un a fait un graffiti sur le mur des toilettes, quoi. C'est quand on ouvre l'antenne aux auditeurs, on prend le risque de ce genre de choses et on ne peut pas être tenu pour responsable. On pourrait à la rigueur être tenu pour responsable d'un long discours de violence et de haine qui se tiendrait au micro. Mais d'une irréputation, on ne peut pas en être tenu pour responsable, puisque le temps qu'on éteigne le micro, le mot est passé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais, sans d'ailleurs que ce soit lié au cas d'ici maintenant, mais je voudrais vous inviter à imaginer une situation qui aurait pu arriver. Imaginez que un gros homme d'affaires, qui gère déjà plusieurs stations de radio sur la FM, et qui a envie de se payer une fréquence supplémentaire, et dans l'idée de libérer une fréquence. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il aurait du mal à filer 3 ronds à un abruti quelconque ou à un larbin pour s'emparer d'une téléphone et répéter 5 fois par jour, chaque fois que le micro est ouvert sur une station de radio, mort aux, et puis vous mettez derrière ce que vous voulez, aux Arabes, aux Bretons, aux Suisses, mort aux Suisses, tiens par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, la radio serait interdite, la fréquence serait libérée, et va savoir, il pourrait arriver que le monsieur qui a payé le gueulard se trouve dans la possibilité d'obtenir la fréquence ainsi libérée. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver dans un univers comme le nôtre, vous voyez, c'est pas exclu du tout que ça se produise. Le drame de ce genre de choses, c'est que naturellement ça interdit à des radios comme la nôtre, une émission comme la nôtre, parce que moi je parle pour mon émission, je parle pas pour la radio. Mais dans mon émission, c'est vrai que très souvent j'ai eu envie de faire, quand j'ai compris que je ne pourrais pas continuer à faire 3 heures d'antenne, je me suis dit que ce serait intéressant de faire 1h30 d'émission avec des invités et 1h30 de libre expression. Bon, eh bien, c'est impossible, parce qu'évidemment, ça serait un motif d'interdiction de la radio. Très vite, vous auriez 2 ou 3 gros malins qui arriveraient et qui mettraient à crier au micro mort aux Bretons ou mort aux Suisses. Et les Suisses exigeraient, ou les Bretons exigeraient immédiatement l'interdiction de mon émission, voire même la fermeture de notre fréquence. Donc, on est obligé de renoncer à ça, ce qui interdit d'avoir d'une façon vivante la vie, l'opinion et la libre expression de dizaines de milliers, peut-être voire de centaines de milliers, de millions, parce que je pense qu'on a des millions d'auditeurs, on a une radio. Enfin, mon émission est tellement intéressante que je suis sûr qu'on a plusieurs millions d'auditeurs, non? D'ailleurs, si Jean Picolec se dérange, c'est parce qu'il le croit aussi. Et par conséquent, ça prive, pardon, j'ai encore dormi sans chaussettes, voilà le résultat. Hein. J'ai dit ça tout à l'heure à Victoriel à Paris. Non. Je trouve ça vulgaire. Non. Mais je suis vulgaire. Non, je trouve ça inexact, c'est tout. Quoi, j'ai pas dormi sans chaussettes? Je ne sais pas, mais je ne crois pas que ce soit une histoire de chaussettes qui vous fasse tousser. Alors donc, disais-je, ça permettrait
si les auditeurs pouvaient s'exprimer, d'avoir le chatoiement des différentes expressions. Alors évidemment, de temps en temps, on tomberait sur un cinglé, un monomaniaque ou un stipendié, mais ça serait pas dramatique, parce que tout le monde sait que de toute façon, ça ne serait pas suivi des faits. Les propos, on va pas se mettre d'un seul coup à supprimer les Suisses, ça serait complètement idiot comme idée. De toute façon, ils nous écrivent, ils nous téléphonent, nos auditeurs. Oui, mais non, mais on perd, c'est vrai. Alors on a les messages des auditeurs. On les lit. Tous. Oui, ma bonne Victoria, mais je vais quand même vous dire une chose. Quand le colonel de Guerlas téléphone en disant « le 14e régiment d'infanterie marine n'était pas à l'endroit que vous dites, à l'époque que vous dites », s'il le dit au micro, enfin au téléphone, ça prend une ampleur, une vérité que ça n'a pas quand le propos est tenu par votre voix délicate. Quand on entend Victoria dire le 14e régiment d'infanterie... Le 14e régiment n'était pas à l'endroit auquel vous avez confié. Ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. C'est comme si j'avais à côté de moi, je sais pas, je dirais Joseph Grec, par exemple, qui dirait, qui ferait une description de la mode d'hiver. Vous pouvez faire une description de la mode d'hiver. Les robes cet hiver seront longues et moulantes. Tandis que si c'est Joseph Grec qui dit les robes cet hiver seront longues et moulantes, ça fait vraiment pas sérieux. C'est quand même. Oui, bon, on n'a rien compris. Non. Donc voilà. Enchaînons. Alors j'espère simplement que l'avenir me donnera tort. Je suis sûr d'ailleurs que le CSA veillera à me donner tort et à ne pas confier la fréquence de ici maintenant à quelques margoulins frécards de la FM. Hein, j'en suis sûr. Bon, maintenant je voudrais vous lire une lettre. Alors d'habitude... Oui. Je comble une lacune tout de suite. Sujet, Théma, bien sûr. Théma. Évidemment, Théma. Et puis ici et maintenant, c'est des gros vilains qui arrêtent pas de dire des grosses vilainies sur Radio Courtoisie, Serge de Becquet, Jean Ferré, tout ça. Ne faites pas de publicité à cette radio, même si elle est morte. Mais enfin bon, je ne fais pas de publicité, mais moi, ils m'ont jamais fait de mal. Plus ils disent de mal de moi, plus je suis content. Mais écoutez, une fois de plus, je commencerai à me faire du souci le jour où mes ennemis diront du bien de moi. Pour l'instant, quand ici et maintenant dit du mal, je suis ravi. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui disent du mal de moi. Sur la FM, oui. Moi, je voulais une précision à propos de ici et maintenant. Je ne sais pas si la radio est restée fidèle à son idée de départ, mais c'était une radio qui était très proche du PS, parce que quand ils ont repris ici et maintenant, rappelez-vous, c'était un des textes de François Mitterrand. C'est un livre de Mitterrand. De Mitterrand. Oui, mais il y avait de bonnes émissions. Les émissions de Jean-Paul Bourg, par exemple. Tiens, je vais lui arranger son coup à celui-là. On va lui faire un peu de pub parce que ça va certainement l'aider pour l'avenir de sa carrière. Quand je vais avoir dit que j'aime bien le personnage, j'aime bien ses livres, j'aime bien son émission, parce que c'est un esprit libre. Vous savez ce que c'est un esprit libre? Un esprit libre, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il a envie de dire, quand il a envie de le dire, comme il a envie de le dire, au mépris des conventions, des règles, et des obligations, des contraintes et du politiquement correct. Et c'est ça qui faisait... Ça lui a fait d'ailleurs beaucoup d'amis, Jean-Paul Bourg. On peut dire qu'il a une carrière extrêmement brillante. C'est un garçon qui est pratiquement en train de crever de faim, alors qu'il devrait avoir un poste de direction dans une maison d'édition, mon cher Jean Picolet. Hein, j'en parlerai à la direction. Je te le dis. ou dans un journal, parce que c'est un vrai talent. Il écrit bien en plus. Et bien comme il est libre, il crève de faim. Lui. Pas comme moi. C'est tout? C'est tout pour le moment. Pardon. Alors une lettre. D'habitude, je ne lis pas les lettres anonymes, mais cette fois-ci, je vais la lire. Ben oui, je vais lire une lettre anonyme. Pourquoi vous êtes contre? Oui. Si, parce que vous allez voir pourquoi je vais vous dire. Parce que c'est une lettre anonyme signée. Mais elle est signée d'un faux. C'était de fausses initiales. C'est un docteur JN à Neuilly-sur-Seine qui m'écrit. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai trouvé ça? Parce que j'ai tout de suite ouvert le Minitel, j'ai cherché Neuilly-sur-Seine médecin. Il n'y a pas de docteur JN à Neuilly-sur-Seine, c'est bête. Hein, bon, il y a plein d'initiales qu'il aurait pu choisir où il y avait 14 médecins qui ont les mêmes initiales, il choisit JN, il n'y a personne. Donc, il est non seulement anonyme, mais en plus il est menteur. Mais la lettre n'en est pas moins intéressante. Cher Monsieur de Becquet, je vous prie d'excuser par avance le caractère anonyme de cette lettre qui fait suite à votre émission d'hier sur Radio Courtoisie. Je ne désire pas faire l'objet de représailles au cas hélas probable où vous et vos sbires arriverez un jour au pouvoir. Vous avez cru bon de vous apitoyer en prologue de votre tribune hebdomadaire sur le sort de, ouvrez les guillemets, ce pauvre monsieur Touvier, fermez les guillemets, qui a fini ses jours dans la souffrance qu'il méritait. Le fait qu'il ait livré en pâture 7 otages juifs le disculpe puisque vous êtes un antisémite déclaré. Donc la souffrance de monsieur Touvier est plus importante, celle des 7 otages et de leurs familles ne pèse pas du même poids, après tout ce n'était que des Israélites, et à vous comprendre, il y a 2 poids et 2 mesures dans la douleur.
Ça fait des années que je suis pourtant un de vos fidèles auditeurs, encore un masochiste, si forcément, et que je vous trouve beaucoup de talent, un homme de goût quand même, hein. Que je vous trouve beaucoup de talent, mais il ne se passe pas une semaine où vous ne distilliez une allusion, il parle bien français, une allusion venimeuse à l'égard des Juifs dans des termes qui souvent m'ont fait frémir et m'ont blessé, car je me sens autant français que vous, sauf que ma famille, après 45, comptait 17 personnes de moins. Vous préparez actuellement les esprits de la même et vieille méthode que celle qui fleurissait sous la plume de vos aînés de Gringoire et de Je suis partout dans les années 30. Et pourtant, monsieur de Béketch, nous partageons paradoxalement les mêmes valeurs de morale, nous faisons partie du même héritage que l'on qualifie si justement de judéo-chrétien. Votre antisémitisme irrationnel et d'instinct ne résisterait pas à une analyse approfondie de ceux qui pourtant nous rapprochent. Votre compassion qui va aujourd'hui à Paul Touvier devrait être moins sélective en pensant aux victimes de cet homme. Oh, je sais que vous n'irez jamais jusque-là, mais au moins il se sera trouvé quelques bonnes âmes pour vous rappeler que l'on ne peut impunément insulter la mémoire. Alors, pourquoi je voudrais répondre à cette lettre anonyme, bien que je ne réponde jamais aux lettres anonymes, c'est parce qu'elle me paraît une espèce d'archétype, de compendium. T'as vu un peu? Hein? Ça t'embouche un coin, hein? Oui, oui. De compendium des sottises que l'on peut proférer même quand on est un homme intelligent. Parce que à l'évidence, mon scripteur est intelligent. Et il est contre les vérités effrayantes, navrantes, consternantes, accablantes. La première, c'est: je ne désire pas faire l'objet de représailles au cas hélas probable où vous et vos sbires arriverez un jour au pouvoir. Mais mon pauvre monsieur, d'abord, je n'ai pas de sbire. Moi, je suis un petit journaliste de rien du tout. Je ne suis ni un chef de parti, ni un chef de bande, ni un chef de gang, ni un milliardaire, ni un employeur, rien. Je vis de ma plume. Je vis d'ailleurs très 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 mal de ma pauvre plume et de mon petit journal misérable. Voilà, bon, ça c'est la première chose. Mais en plus, ça fait quand même très très longtemps que ceux que vous appelez mes sbires n'ont pas attiré l'attention de l'actualité. Pour autant que je sache, par exemple, le libraire qui a été passé à tabac la semaine dernière, ce libraire roumain, qui est encore un métèque, qui avait l'impudence de vendre des livres autorisés dans sa librairie, qui s'appelle la librairie du savoir. C'est pas mes sbires qui lui ont cassé la gueule. Ou alors, en tout cas, je ne les avais pas envoyés personnellement. C'est pas mes sbires à moi qui lui ont cassé la gueule. Monsieur Bousquet, dont on va parler tout à l'heure, c'est pas mes sbires qui l'ont assassiné. Monsieur Quénier, qui a été défiguré par un jet d'acide sulfurique, c'est pas mes sbires qui ont envoyé le jet d'acide sulfurique. Les gens qui ont été passés à tabac à l'exposition Saint-Loup il y a quelques années, au point qu'il y a une dame de 80 ans qui est restée pendant 3 mois entre la vie et la mort dans le coma profond avec le crâne défoncé, c'est pas mes sbires qui lui ont défoncé le crâne. Cana, c'est pas mes sbires qui pilotaient les avions de bombardement. On peut comme ça en aligner pendant des heures des choses que n'ont pas fait mes sbires à moi. C'est les sbires de qui ont fait ça, à votre avis? Je vous laisse réfléchir. Je suis sûr que vous allez trouver une bonne réponse. Vous allez voir, ça va pas être difficile. En plus, vous dites que je me suis apitoyé en prologue de ma tribune hebdomadaire sur le sort de ce, ouvrez les guillemets, pauvre monsieur Touvier. Il faut ouvrir les guillemets quand c'est une citation, monsieur. C'est la bonne règle et l'honnêteté qui veut ça. Quand on ouvre les guillemets, on donne une citation. Et là, vous en avez menti, puisque je n'ai jamais parlé de ce pauvre monsieur Touvier. J'ai simplement dit que Chirac s'était montré inhumain dans cette affaire, puisqu'il a laissé mourir en prison un vieillard qui a agonisé pendant plusieurs mois d'un cancer particulièrement atroce, alors que ses enfants tapaient à la porte de la prison pour avoir le droit d'assister au dernier moment de leur père, et que sa pauvre femme était en train de mourir de chagrin parce que son mari était en train de crever tout seul dans sa cellule. On n'a jamais fait ça en France. Il y a une tradition, je ne sais pas si c'est la tradition de toutes les civilisations, c'est peut-être pas la tradition de votre civilisation, mais c'est la tradition de la nôtre. On ne se venge pas sur les malades, sur les mourants et sur les blessés. On les soigne et on les traite avec humanité. Nous, on fait ça. Évidemment, tout le monde ne fait pas ça. Les nazis, par exemple, ne faisaient pas ça. Il n'y a pas que les nazis qui le font pas. Il y en a d'autres qui font pas ce genre de choses. Mais nous, dans notre tradition judéo-chrétienne, comme vous dites, en tout cas chrétienne certainement, on n'a jamais fait ce genre de choses depuis qu'on a atteint un degré moyen de civilisation. Par conséquent, ce que j'ai déploré, ce n'est pas que M. Touvier ait été sanctionné par la justice. Moi, j'ai trouvé que les sanctions de justice qui avaient été rendues par M. Touvier étaient parfaitement régulières. Je vous rappelle que ces sanctions de justice, ça a été un non-lieu général et une grâce présidentielle. Ce qui s'est passé après, c'est pas de la justice, c'est de la bouticaille.
Et c'est une ignominie judiciaire ce qui s'est passé. Car pour la première fois dans l'histoire du droit occidental, je ne sais pas comment ça se passe dans les droits orientaux, mais dans les droits occidentaux, la tradition occidentale de la justice, quand un homme est jugé, il est jugé, quand un crime est jugé, le dossier est fermé, on ne le rouvre pas. Quand quelqu'un est acquitté, c'est sans précédent qu'on ait rouvert le dossier d'un non-lieu suivi d'une grâce générale. Sans précédent dans l'histoire de la justice occidentale. Si vous trouvez que c'est encore pas assez, et qu'après avoir commis cet horrible déni de justice, on ait eu le droit de faire crever ce pauvre vieillard dans une cellule où, écoutez bien ce que je vais vous raconter, c'est le témoignage des gardiens qui ont raconté ça, ces ordures, parce que c'est vraiment des ordures, qui ont raconté ça à la presse, et qui ont dit qu'il pratiquait la fouille à corps sur Touvier, 85 ans, cancéreux au dernier degré. Il rentrait dans la cellule et il le fouillait à corps. Si vous voulez savoir ce que c'est que la fouille à corps, je pourrais vous donner des détails vécus personnellement. Hein? Alors, on a atteint dans le traitement de Touvier un degré d'ignominie, de bassesse et de crapulerie qui est insurpassable. Et vous trouvez encore que c'est pas assez. Vous trouvez, vous, qui êtes certainement un homme d'une grande élévation morale et d'une grande charité, que c'est le sort qu'il a mérité, parce que qu'est-ce qu'il a fait, Touvier? Vous dites qu'il a fusillé cet otage. C'est totalement faux, c'est un mensonge de plus. Il n'a ni livré en pâture cet otage, ni fusillé cet otage. Il a soustrait 93 otages à un ensemble de 100 otages qui avaient été pris par l'occupant, qui était tout puissant dans ce pays, et il n'a pas pu sauver les 7 otages restants. Et c'est ça que vous appelez un crime contre l'humanité. Et c'est pour ça, c'est pour cet accident, je dirais, ce drame, qui a fait qu'ayant sauvé 93 personnes, il n'a pas pu sauver les 7 autres. C'est pour ça que vous trouvez qu'en crevant tout seul à 85 ans dans une cellule, avec les gardes qui lui faisaient une fouille à corps, vous trouvez qu'il l'a bien mérité et que c'était pas encore assez et qu'on n'a pas le droit de dire que c'est un pauvre homme. Mais moi je suis désolé. Moi la police de la pensée, je l'emmerde. Et je dirai ce que j'ai envie de dire quand j'ai envie de le dire. La façon dont a été traité Touvier est ignoble. Chirac s'est conduit d'une façon ignoble. Je ne le lui pardonnerai jamais. Et je pense que beaucoup de Français ne le lui pardonneront pas, comme d'ailleurs, parce que, y compris d'ailleurs des Français qui ont voté pour lui. Je pense qu'il y a des gens qui ont été extrêmement choqués, blessés et déçus par ce qui s'est passé ce jour-là à la Santé, quand 4 fois de suite, le président de la République a refusé la grâce d'un homme qui agonisait, qui était, nous disent encore les gardiens de la santé dans une interview vendue à France Soir, déshydraté, sous-alimenté et agonisant. Et sa femme et ses enfants étaient à l'extérieur et attendaient dans l'espérance qu'ils pourraient assister leur père et leur mari dans ces derniers instants. Ça leur a été refusé. Alors je veux dire, après, quand Chirac reçoit la Saint-Saint Mandela, un tueur terroriste à l'Élysée, et fait chanter à la garde républicaine une chanson nègre, Wassi Bonanza, je ne me sens pas le compatriote de ces gens-là. Je suis blessé jusqu'au fond du cœur par cette attitude de tapette et de lavette. C'est ignoble ce qui a été fait ce soir-là, une fois de plus. Voilà, c'est pour ça que votre leçon de morale judéo-chrétienne, monsieur, je vous dirais bien ce que vous pouvez en faire. En tout cas, vous dites que je suis antisémite, c'est d'une imbécilité formidable. C'est tout le problème. Il y a une vieille loi qui dit, quand on n'aime pas le plafond, c'est la loi, j'appellerais ça la loi Madiran, quand on n'aime pas le plafond de l'opéra, c'est qu'on est antisémite. Vous venez d'en donner une preuve. Ça devient insupportable, cette espèce de terrorisme qui fait que je ne peux pas dire que je n'aime pas Madame Sinclair parce que je serais accusé d'antisémitisme, que je ne peux pas dire que je n'aime pas Madame Veil, que je considère comme une avorteuse parce que ce serait antisémite, que je ne peux pas dire que je n'aime pas la peinture de Chagall parce que je suis antisémite, et que je ne peux pas dire que j'aime pas la cuisine de Goldenberg parce que ce serait antisémite. Je commence à en avoir marre de ce terrorisme permanent de l'antisémitisme chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qui appartient à la religion israélite ou à la nation juive. Ça devient insupportable et il va falloir que ça s'arrête, parce que je vous garantis qu'un jour ou l'autre, il va y avoir un énorme coup de colère, comme c'est déjà arrivé. Ça devient impossible maintenant d'émettre une opinion qui ne soit pas en ligne directe, comment dirais-je, en prosternation constante devant les dictats de la police de la pensée. Alors il y a des lois
qui interdisent de dire certaines choses, je me vois contraint d'appliquer ces lois, mais chaque fois que la loi me laissera la liberté de dire quelque chose, je vous garantis que je ne me gênerai pas pour le dire. Et je répète donc que la façon dont on a laissé crever Touvier, quoi qu'il ait fait, et il n'a rien fait qui méritait ça, la façon dont on l'a laissé crever est une ignominie qui déshonore non seulement ceux qui l'ont fait crever comme ça, mais ceux qui ont accepté qu'on le laisse crever comme ça, et ceux qui n'ont pas protesté après qu'on les laissé crever comme ça. Et moi, je préfère garder mon honneur que votre estime. Au revoir, monsieur. Je suis bien désolé de ne pas avoir votre adresse, j'aurais pu vous l'écrire, mais vous voyez, vous m'avez contraint à le dire au micro. L'autre semaine, pour continuer dans le sujet de l'actualité, un auditeur nous demandait si on pouvait encore s'abonner à Valeurs Actuelles. Alors, j'invite ceux qui hésitent à prendre connaissance d'un article paru dans le numéro de Valeurs Actuelles ça doit être du 21 juillet 1996, intitulé La toile du front, qui est écrit par Marc Charuel, qui est un ancien collaborateur de Minute, c'est-à-dire censément pas un homme de gauche. Hein. Donc, pour autant que dans le temps, à Minute, on n'était pas de gauche. Alors voilà ce qu'on peut lire dans cet article. Philippe Olivier, spécialiste en coulisses des actions catégorielles. Alors vous savez que quand on parle des gens du Front National, c'est toujours en coulisses, par en dessous, en secret. Philippe Olivier, il est responsable des actions catégorielles au Front National, point à la ligne. Mais pour le Valeurs Actuelles, c'est en coulisses. Vous voyez, c'est de même que Bompard ou le Chevalier, ils ne parlent pas. Ils éructent, ils n'affirment pas, ils prétendent, ils nient être fascistes. C'est vraiment incroyable, c'est ajouter l'injure à l'insulte, comme disait le perroquet de M. Pickwick. Alors donc, après, le pasteur Jean-Pierre Blanchard, une autre légende de photo, de l'extrême gauche à la droite nationale, un nouveau Coluche à la tête des travailleurs sociaux. Alors, Blanchard, que j'ai reçu à ce micro, le pasteur Blanchard, c'est un type formidable c'est un travailleur, ce qu'on appelle un travailleur social, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de la misère, mais pas en faisant un guignol en soutane comme l'abbé Pierre, ou en se faisant la pub avec les pauvres comme Coluche. C'est un gars qui va sur le terrain, qui parle aux miséreux, qui les aide, qui intervient, qui s'occupe d'eux vraiment, et qui a créé un département au Front National. Et bien pour Valeurs Actuelles, c'est un nouveau Coluche, vous voyez. C'est-à-dire que c'est cette espèce d'ignoble pétomane qui envahissait les antennes et les écrans il y a quelques années, eh bien c'est devenu voilà, quand un pasteur s'occupe de pauvres, c'est le nouveau Coluche. On ose faire un parallèle entre un pasteur protestant, alors vous imaginez ce qu'ils auraient dit si ça avait été un catholique, alors là il n'y a même plus de mots là, entre le pasteur protestant et le pétomane. Et voilà ce qu'on lit maintenant dans Valeurs Actuelles. Donc la réponse à la question que vous posiez la semaine dernière, chers auditeurs, peut-on et doit-on encore lire Valeurs Actuelles, est contenue dans cet article. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Je n'ai pas de conseils à vous donner. Hein, voilà. Quoi, encore vous voulez ce papier? Elle me pique tout, celle-là. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, il y a un papier dans je ne sais plus quel canard qui est intitulé c'est dans le Figaro, absolument, voilà. Voyage chez les antimitres. Alors c'est un papier très rigolard sur l'hystérie anticatholique qui s'empare de la camarilla, des drogués, des pédés, des avorteurs, de toute cette racaille d'extrême gauche et tout, qui a décidé de massacrer, de saboter le voyage du pape en France. Alors, Élie Maréchal, dans le Figaro, trouve ça très rigolo. Il les appelle les antimitres. Oui. Vous avez le droit de rire. Sauf si vous êtes mon correspondant, le faux docteur NJ de Neuilly. Vous ne pouvez pas trouver ça drôle, parce que vous ne pouvez pas à la fois trouver scandaleux qu'on se moque des rabbins et trouver très drôle qu'on se moque du pape. Il faut quand même choisir son genre. Mais le Figaro apparemment n'est pas du tout choqué. Hein. Je trouve ça au fond assez normal, quoi. Enfin bon, c'est un voilà. Il y a une lettre dans Libération, dans le Quotidien. C'est dans Libération. C'est un médecin qui écrit je souffre du dédain devant le silence et du silence devant la justice et la discrimination que subissent en France
pardon, les médecins étrangers. Et récemment, il y avait un sondage de banlieuscopie qui disait les jeunes blacks, alors les jeunes blacks sont les jeunes nègres, en français on appelle ça les jeunes nègres, mais en je sais pas quoi on appelle ça les jeunes blacks maintenant, sont plus malheureux que les jeunes maghrébins en France. Alors moi quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est quand même assez étonnant parce que, sauf erreur de ma part, j'ai beau fouiller dans mes souvenirs, je me souviens pas que dans les 20 dernières années, on ait envoyé des bateaux négriers en Afrique pour ramener de force des blacks en France. J'ai pas le souvenir non plus qu'on soit allé en Algérie, en Tunisie, au Maroc pour enlever des jeunes médecins et les transporter de force sur le territoire français. Je peux me tromper, peut-être que l'actualité m'a échappé, mais j'ai pas le souvenir de ça. Et donc quand le docteur Mohamed Etaïri de Rennes, tiens encore un breton, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure, écrit à la presse qu'il est scandalisé on incite ouvertement à refuser la nationalité française aux médecins étrangers résidant en France et qu'il ne peut pas admettre que l'on continue à fermer les yeux sur de telles décisions qui doivent rappeler, alors là vous avez le droit de rigoler, les dérives des législations antisémites et xénophobes de sinistre mémoire. Quand c'est un maghrébin qui vient vous dire ça, j'ai vraiment envie de me taper le derrière contre la suspension. Je veux dire, d'entendre un Algérien, un Marocain ou Tunisien venir me donner des leçons de philosémitisme, si vous permettez que je vais quand même rigoler 5 minutes. Mais moi j'ai une bonne solution pour ce médecin et pour tous les jeunes blacks qui sont pas bien en France et qui trouvent que vraiment la situation en France est quelque chose d'insupportable et que c'est une espèce d'enfer. Il y a des avions qui sont pas chers du tout, hein. Maintenant pour 800-900 francs on peut avoir un aller simple pour à peu près n'importe quel pays d'Afrique. Donc si vraiment la France est un enfer, il ne faut pas hésiter, hein. Il faut nous quitter. Là, je vous le dis carrément, ça nous fera de la peine pendant les premiers jours, puis on finira par s'en remettre, hein. Ça, je sais que ça sera pénible, bon, mais qu'est-ce que vous voulez, on peut. C'est comme un divorce en quelque sorte, hein. Au début, on est malheureux parce que sa femme est partie, puis après, on s'habitue. On prend une maîtresse, et il y a plein de maîtresses qui frappent à la porte. Il y a des maîtresses polonaises, des maîtresses hongroises, des maîtresses russes qui voudraient bien rentrer. Donc on trouvera certainement un moyen de vous remplacer. Il y a un scandale dans les bibliothèques, vous le savez, un scandale énorme et insupportable, c'est que on trouve des livres fascistes dans les bibliothèques maintenant. Par exemple, vous savez qu'il y a une bibliothèque dans laquelle on trouve Mein Kampf, une bibliothèque municipale, Mein Kampf, mon combat, de Adolf H. Moi, je suis pour la pluralité, c'est comme ça qu'on dit, non? Oui, m'étonne pas, vous êtes une démocrate. Alors, donc, il y a une bibliothèque dans laquelle on trouve Mein Kampf. Alors, question. Tiens, Jean Picolec, vous qui êtes un éditeur, vous devriez savoir où on trouve Mein Kampf. Est-ce que c'est à Toulon? Est-ce que c'est à Oronge? Ou est-ce que c'est à... Comment s'appelle la troisième ville? Marignane. Marignane. Dites-moi, alors vous avez droit à 2 réponses. Je pense que c'est Noir qui l'a acheté pour Lyon. Non, quand même pas, non. Noir, il n'achète pas de livres. Il achète des vêtements, des cravates, des violoncelles, des manteaux à 80 000 francs, des cravates en soie et des chemises en satin. Mais il n'achète pas de livres. C'est pas lire, Noir. Si, pardon. Il a 2 livres dans sa bibliothèque. Et il paraît qu'il a fini de colorier le premier. Eh bien, c'est dans une librairie. C'est à la médiathèque, parce qu'on ne dit plus bibliothèque maintenant, la médiathèque d'Arles. Arles. Donc c'était pas une des 3 villes que vous m'aviez proposées. Ben non, mais ça, c'était un piège. Ah oui, mais là c'est normal. Parce que le maire député d'Arles, il s'appelle pas Vauzel? Oui. Et que faisait son père pendant la guerre? Je ne sais pas. Alors là, les parents ont mangé des raisins verts et les enfants en ont eu les dents agacées. Tiens, et ce serait bien que Vauzel nous parle un peu du passé de son père. Ah oui? Bon, et bien alors, monsieur Vauzel, parlez-nous du passé de papa. Comme Jospin d'ailleurs pourrait nous parler du passé de papa. Ou Milza. Oui, il y a plein. Enfin, le roi Ladurie. Voilà. D'autres noms, peut-être d'autres procès? Non, rien de spécial pour l'instant. Non, on aura des témoins. Bon, ça va. Alors donc, monsieur Vauzel propose dans un rayon Mein Kampf. Voilà. Mais c'est normal parce que le livre, quand il a été édité en 1934 ou 1936 par les nouvelles éditions latines, si je connais bien mes dossiers, avait été subventionné par la LICA. On ne disait pas la LICRA à l'époque, par la LICA. Bernard Lecache. Je crois que c'était Bernard Lecache à l'époque. Donc il avait donné une aide en quelque sorte à l'édition, à l'éditeur de l'époque. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres, pour que cet ouvrage soit publié en français. Voilà. Mais alors donc les successeurs de la LICRA ne savent pas ce qu'ont fait leur père de la LICA.
Oui, parce qu'ils n'avaient pas mangé de raisin vert, donc les enfants n'ont pas les dents agacées, ils se souviennent pas. Oui, mais quand on fait une histoire, ce n'est pas un cinéma, ce n'est pas un instantané, c'est un film. Oui, ça, il faudrait l'expliquer. Et alors, mais le Figaro magazine, le Figaro, qui raconte cette histoire, fait son titre sur Maurras. Dans le papier, il vous explique qu'on trouve le livre d'Hitler chez les socialistes d'Arles. Mais le titre, c'est qu'à Martigues, municipalité communiste, on trouve les ouvrages de Charles Maurras. Alors si on ne trouvait pas les ouvrages de Charles Maurras à Martigues, ça serait quand même assez paradoxal, oui, puisque en dehors du maire communiste de Martigues, le seul véritable grand personnage du pays, c'est Charles Maurras. C'est embêtant, mais c'est comme ça, il fallait bien qu'il naisse quelque part, et il a choisi Martigues. Voilà. Donc, dans la ville de Martigues, on trouve les livres d'un enfant de Martigues. C'est quand même le scandale du siècle. Vous êtes bien d'accord. Ouais, en revanche, on ne trouve pas, dit le Figaro, qui s'en émeut, et on le comprend, en revanche, à la lettre T, on cherche en vain Fils du peuple de Maurice Thorez. Vous voyez ? C'est quand même un scandale. On trouve Maurras et pas Thorez. Mais Thorez, il n'est pas né à Martigues. Parce qu'il est né Thorez. Dans le Nord. À Vladivostok, probablement. Ah non. Son fils est né pendant la guerre à Moscou. Vous avez contre les fils, vous Non, mais il faut voir. Là, j'ai rien contre les fils, si. moi-même je suis un fils de quelqu'un. Ah bon? Fils de marin-pêcheur breton. Oui, on la connaît, les fils de marin-pêcheur. J'en connais un autre fils de marin-pêcheur. Hein. Vous devenez un peu encombrant, les fils de marin-pêcheur, pour ne rien vous cacher. Voilà, et donc le Figaro est extrêmement scandalisé parce que à Port-Saint-Louis-du-Rhône, on ne trouve pas non plus de fils du peuple. Je ne sais pas qui est Eiffel du Figaro, mais visiblement, il a un problème avec Thorez. Il va dans toutes les bibliothèques, il dit « Avez-vous le fils du peuple ?» On dit « Non, monsieur, on n'a pas ça. » Est-ce qu'on trouve Maurras dans les autres bibliothèques, les bibliothèques de la banlieue rouge? Non. Il ne le dit pas. Pourtant, ça fait partie de la culture générale, ça. En tous les cas, la culture provençale. Bon, puis on va s'arrêter là parce que... Il paraît que M. El Kabbach va être convoqué devant une cour de discipline budgétaire réunie par la Cour des comptes. Il paraît que c'est très rare. Mais pourquoi s'en faire? Il a toujours un bureau, une voiture, un chauffeur. Et tout ça à la demande de Douce Blazy. Ah, si vous commencez à être grossier, Jean Picolec, alors... Non, mais vous dites des mots grossiers. On parle des bibliothèques. Oui. Douce Blazy a soulevé un problème important, certes. Mais ce n'est pas sur des achats en librairie ou en bibliothèque de 6 mois, 1 an. Je lui demanderai de faire une étude sur, disons, 20 ans. Qu'il fasse étudier les achats sur 20 ans, disons, de toutes les banlieues rouges. Donc vous le prenez au sérieux, Non, je voudrais montrer qu'il a une vue tronquée des choses. Donc je lui demande de voir quels ont été les achats qui ont pu être faits dans des municipalités communistes pendant 20 ans, et on verra si ce même phénomène qu'il tend à montrer en exergue dans un endroit pendant un moment ne serait pas reproduit à l'échelle beaucoup plus importante, disons à une échelle de stakhanoviste. Oui, non, mais c'est bien ce que je dis, vous prenez au sérieux. Vous croyez réellement que monsieur, comme le personnage dont vous dites le nom là, est quelqu'un de sérieux. Donc vous l'invitez à faire une étude sérieuse sur les bibliothèques municipales de France. Le faire. J'ai pas dit qu'il la fasse. C'est ça. Vous supposez déjà qu'il sait lire. Voilà. Alors, oui, un auditeur me dit, votre invité est-il le même Jean Picolec dont le bureau est orné d'affiches de propagande communiste? Absolument. Êtes-vous le même? Voilà, c'est ça, Jean Picolec. Alors, il faudrait qu'il précise, j'ai effectivement un très beau portrait de Staline dans mon bureau qui est Maréchal, qui date de 1952, c'est une affiche de Leipzig. Elle est splendide et vraiment, j'invite tout le monde à venir la voir. Au point de vue esthétique, j'ai rien vu de mieux pour la grandeur du petit père. Et je suis le même. Moi, j'avais beaucoup d'affiches de propagande communiste. Elles n'étaient pas dans mon bureau, elles étaient dans les lieux de mon appartement. Non, moi, elles sont dans le bureau de façon à ce qu'on le voit de dehors. Et quand il fait nuit, donc il n'y a encore que la lumière, tout le reste fait noir quand il fait nuit. Mais les lumières, on dirait que Staline serait une icône. Le maréchal est toujours vivant. Et puis c'est une icône. C'est ça, c'est bien. Vous êtes en train de vous faire plein d'amis. Non, je dis la vérité. Et alors, un auditeur me dit, mais je ne sais pas pourquoi il me parle de ça. Il m'écrit la chose suivante, et j'en terminerai. Il parle de Éric Honecker.
C'était l'ancien secrétaire, enfin président de la République démocratique allemande, ayant mené son pays pendant des années vers la catastrophe sous un joug de fer. La RDA était une gigantesque prison, les exécutions étaient courantes et ceux qui voulaient fuir étaient abattus ou condamnés à mort. Honecker a fidèlement suivi le régime communiste avec une rigueur toute particulière. Honecker, ses victimes se comptent par centaines, sinon par milliers. Honecker a, en temps de paix, instauré une tyrannie incompétente et criminelle, mais la justice qui a condamné, la justice démocratique, qui a condamné à vie Touvier, atteint d'un cancer et pourtant gracié sous un précédent régime, n'a jamais fait comparaître M. Honecker, qui a été envoyé dans un refuge en Amérique du Sud, où il Chili, voilà, où il continuait à honorer Staline dans une aisance quelque peu suspecte. Pour se justifier, on déclarait « on ne va pas juger un vieil homme qui a si peu de temps à vivre ». C'est tout à fait exact. Mais ça, vous savez, c'est le système des banques. Si vous devez 100 000 francs à votre banque, passez-moi l'expression, vous êtes dans la merde. Si vous devez 100 milliards à votre banque, c'est votre banque qui est dans la merde. Eh bien, Touvier... notre image. Hein, si tu dois 100 000 francs, tu es au tapis. Si tu dois des milliards, tu es tapis. C'est joli, ça. Hein, c'est pour ça qu'il ferait mieux d'être écrivain plutôt que d'être éditeur. Voilà, alors je signale, sans aucune publicité, puisque je n'y serai pas, que le chanteur Merlin sera demain à la Mer Agitée, demain soir à la Mer Agitée, 21 rue Campagne Première, si vous voulez entendre le chanteur Merlin. Alors là, dans la série des politiquement incorrects, celui-là, il est à peu près un battage, je vous le dis tout de suite. Hein. Jean-Pax Meffray, à côté de Merlin, c'est une espèce de babacool un peu de gauche, hein. Non, genre, c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, je connais pas Merlin. Tu connais pas Merlin? Ouh là 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 là. Il a une chanson sur la sécurité sociale qui est bien. Qui est bien. Il faut aller l'entendre, ça vaut vraiment la peine. En plus, c'est drôle. Bien sûr, quand il chantait Chanteur de l'Occident. Mais Chanteur de l'Occident, c'est à côté de ce que chante Merlin, je te garantis que c'est une Léry Tournelle socialo-communiste. Hein. Ouf. Il fait très très fort, Merlin. Et ça passe où? Chez la Mer Agitée. Tu connais pas la Mer Agitée? Non. Mais tu connais rien, vieux. Ça m'étonne pas que tu aies des affiches communistes dans ton bureau. 21 rue Campagne Première. Enfin, c'est très bien. Vas-y, demain, si t'es tout seul à Paris. C'est bon, en plus. Et puis, Merlin, il faut l'entendre. Voilà. Et puis, je voudrais saluer les NTM, le groupe de chansons Nique ta mère, subventionné, et par le type dont tu citais le nom tout à l'heure, d'ailleurs, et dont le maire... le nom. Hein? Tu répètes après moi, Doust Blazy. Tu sais qu'on est à Radio Courtoisie ici. Hein, Doust Blazy. D'accord. Il faut absolument dire des choses... Bon. Et... Alors il y avait un élu du Front National qui avait demandé l'interdiction du concert Nique ta mère le 15 juillet aux Francopholies, et Véronique Mortaigne dans Le Monde écrit « Le maire, le préfet et l'évêque ». Alors l'évêque, il n'y a pas d'évêque à La Rochelle. C'est pas vrai. Y a pas, le siège de La Rochelle est vacant. C'est Jean Madiran qui l'a remarqué dans France Soir. Dans France Soir. Je ne sais pas pourquoi il aurait dit ça dans France Soir, il l'a dit en présent. Mais enfin, Véronique Mortaigne du Monde a trouvé que l'évêque était avec le maire et le préfet pour faire savoir qu'il n'en voyait pas la raison. Il ne voyait pas la raison d'interdire le concert de Nique ta mère aux Francopholies de La Rochelle. Et alors, la suite, c'est... Et c'est avec bonheur que près de 7000 jeunes ont su sortir les francopholies de son confort. Alors déjà, les francopholies de son confort, pas français, parlez bien, mais écrivez un petit peu. Hein, parce qu'on dit les francopholies de leur confort, mademoiselle Véronique Mortaigne. Je vous le signale, vous pouvez passer à mon bureau pour une leçon de français. Donc, on su sortir les francopholies de son confort, répétant en chœur des mots dérangeants pour les autorités, le doigt levé, la hargne vraie. Voilà. Alors le Monde trouve ça très bien. C'est-à-dire que ils ont tous, enfin, ce qu'ils disent, ce qu'ils appellent les mots dérangeants pour les autorités, c'est nique la police, nique ta mère, nique la police, nique le préfet, nique le ministre, nique la France en réalité. Le doigt levé. Alors le doigt levé, jurons d'être fidèles, etc. Et la hargne vraie. Autrement dit, c'est des types qui vous font signe d'aller vous faire voir où vous voulez, généralement chez les Grecs. Avec hargne, c'est-à-dire avec haine, et qui disent ça à la police, au préfet, au maire, à l'évêque, j'espère. Alors ça s'appelle donc ça. Il y a 7000 jeunes qui applaudissent ça avec bonheur. C'est agréable d'être français en 1996. Hein. Le siège de La Rochelle, c'était Richelieu. Oui.
Oui, c'est bien. Voilà, alors Jean Picolec. Changeons complètement dessus. Alors je précise, comme je le fais toujours, que tous les propos que j'ai tenus jusqu'à présent n'engagent strictement que moi, personne d'autre, et en tout cas pas mes invités de ce soir, Jean Picolec et Guy Bousquet, avec lesquels je vais parler maintenant du livre d'Yves Cazot, René Bousquet face à l'acharnement. Alors, Jean Picolec en est l'éditeur, Guy Bousquet est le fils du personnage central de ce livre, René Bousquet. Guy Bousquet, pour qu'on sache exactement de quoi on parle, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez dire qui était votre père? Vous savez, je ne peux qu'encourager les gens à lire le livre, parce que nous sommes dans une période, la période de Vichy. À l'intérieur de cette période de Vichy, nous sommes dans une période plus courte où mon père a exercé essentiellement des fonctions de secrétaire général à la police. Il avait précédemment été préfet de la Marne, puis préfet régional. Il faut ajouter qu'il a été un des plus jeunes légionnaires d'honneur de France. Très jeune. Il a eu la Légion d'honneur à 19 ans. On a comptabilisé au cours des procès récents le nombre de gens sauvés. C'était, je précise, au cours de sauvetage qui avait eu lieu au cours d'inondations dont on se souvient encore dans le Midi. Il était à l'époque chef de cabinet de préfet. Il s'est, pendant 2 jours, 2 nuits, avec un ami qui malheureusement est mort au cours de ces sauvetages, oui, il a sauvé 100-200 personnes, et il a été décoré à la suite de ça par le président de la République, et le président du Conseil l'a fait venir à Paris pour lui confier tous les crédits de réaménagement de ces régions dévastées. C'est ça qui a été à l'origine de sa carrière assez fulgurante, puisque, comme vous l'indiquez, il a été aussi le plus jeune préfet de France, le plus jeune préfet régional. Je sais qu'il a été désigné préfet en pleine déroute française en 40. C'était... ensuite, il a été préfet régional l'année suivante, et alors jusque-là... on l'a généralement, en dehors de sa biographe, c'est-à-dire Pascal Froment, qui a essayé de découvrir par-ci par-là quelques ronces que j'essaierai d'arracher le moment venu. En dehors de ces quelques ronces, on a couvert d'éloges, encore aujourd'hui, y compris ses adversaires qui ont essayé de l'envoyer en prison et de l'envoyer mourir dans les conditions où tout à l'heure vous évoquiez en ce qui concerne Porte-Touvier. Oui, pour résumer, disons, pour faire image, c'est ce qu'on a toujours appelé en France un grand commis de l'État. Oui, c'était un grand fonctionnaire, très haut fonctionnaire déjà de la Troisième République. Voilà. Qui n'a jamais été révolution nationale, mais qui est resté un très haut fonctionnaire de la Troisième République, qui n'a jamais d'ailleurs intégré le gouvernement de Vichy. Il était secrétaire général à la police, mais extérieur au gouvernement de Vichy. Je sais que vous n'aimez pas personnaliser, si j'ose dire la chose. Vous n'êtes pas venu pour faire des confidences intimes ou raconter des anecdotes personnelles, mais j'aimerais bien quand même que vous répondiez à cette question qui a un caractère un petit peu intime. On a présenté votre père comme un homme extrêmement dur, extrêmement sec. Quelle image avait-il pour son fils? On a présenté mon père sous toutes les falsifications possibles et imaginables. Vous comprenez, pour connaître quelqu'un, il faut connaître les gens qui l'ont rencontré. Il se trouve que dans le fameux procès de 49, qui est survenu après 4 années d'instruction, il y a eu des centaines, peut-être des milliers de personnes qui ont été interrogées. À l'époque, vous avez eu un département entier qui s'est soulevé, alors qu'il venait d'être incarcéré, après avoir été incarcéré par les Allemands, et il se trouvait incarcéré par les Français à son retour d'Allemagne. Mais c'est la population de la Marne.
et des départements limitrophes, puisqu'il a été préfet régional, s'est soulevé véritablement, ont apporté des témoignages de tout ce qu'ils avaient fait pour eux et de tous ces efforts. Et ça, en pleine époque de l'épuration. Et justement, au moment où il fallait être très courageux pour le faire, parce que les gens, généralement, ne se précipitaient pas pour témoigner. C'est ce qui a ahuri tout le monde. Bon, ensuite, on a fait des commissions rogatoires dans toute la France, et je ne sais pas s'il peut exister d'autres situations où sur, encore une fois, des centaines de témoins extérieurs à la Marne, reliés à ces activités à Vichy, vous ne trouviez dans le dossier, au terme de l'instruction, que peut-être 2 ou 3 témoignages qui justifiaient une question. On a trouvé 2 témoins à charge. Et le président Noguer disait que s'il avait fallu entendre des témoins à décharge, il aurait fallu plusieurs mois. Par conséquent, on a, vous comprenez, on a attendu, car mon père n'a été finalement inculpé de crimes contre l'humanité qu'en 89, 90. Par conséquent, on a attendu qu'il soit âgé. On a attendu qu'il soit... On pensait même pas qu'il pourrait se défendre. Il avait un cancer, il avait été subi, en cours d'instruction, il a dû subir l'opération des 2 poumons. Enfin, vous comprenez, des interventions... Et on l'a retrouvé avec des documents que l'on lui a présentés, qui avaient été évidemment... qui étaient connus à l'époque de son procès de 49, mais qui étaient tout à fait colorés par l'ensemble des témoignages. C'est-à-dire, c'était des documents qui vivaient, c'était des documents sur lesquels il s'était expliqué, et sur lesquels il avait donné, quand c'était des documents qui pouvaient paraître contraires, il avait donné des explications, et ces explications étaient confirmées par des témoins. Puis vous avez eu la disparition, comme il était à l'époque, vous l'indiquiez, un très jeune haut fonctionnaire. Il avait évidemment autour de lui des gens qui étaient beaucoup plus âgés, qui sont morts, et c'est un miracle que nous ayons aujourd'hui la renaissance d'un témoin. Et ce témoin, c'est Yves Cazot. Alors il faut dire qui est ce témoin, parce que c'est quand même pas n'importe qui. Là, je me tourne vers Jean Picolet. C'est pas, vous l'avez pas trouvé. Tu l'as pas trouvé dans une pochette surprise, ce témoin-là. En fait, Yves Cazot a déjà publié des dizaines de livres chez des éditeurs beaucoup plus connus, beaucoup plus prestigieux et beaucoup plus puissants que moi. Et Yves Cazot a également eu des responsabilités dans la profession. C'est-à-dire qu'à un moment, il était président de la Société des gens de lettres en France, ce qui n'est pas rien. Au cours de cette carrière littéraire, Yves Cazot avait rencontré quelqu'un qui était dans l'édition, et ce quelqu'un m'a présenté Yves Cazot en me parlant d'Yves Cazot, et je dois t'avouer que je ne savais pas, il y a un peu plus d'1 an, qui était Yves Cazot. À la fin juin 95, je ne savais pas qui était Yves Cazot. Je connaissais vaguement l'affaire Bousquet. Je savais qui était René Bousquet. Je savais quelles étaient les accusations qui étaient portées contre lui. Je ne connaissais pas le dossier. Je savais qu'il avait été assassiné. Voilà où j'en étais. Et j'ai rencontré donc Yves Cazot, qui est un vieux monsieur maintenant, puisqu'il a 86 ou 87 ans, mais j'ai été frappé par la vivacité d'esprit de cette personne, qui d'autre part se dit, voilà, j'ai 86 ou 87 ans, il se dit des choses épouvantables sur un de mes amis, parce qu'il dit, René Bousquet est mon ami, et je me dois, au nom de l'amitié, de dire ce que je sais. Alors déjà, je suis, moi, frappé de voir que quelqu'un ose ne pas hurler avec les loups, et ose affirmer haut et fort son amitié pour quelqu'un qui était honni dans la presse, les médias. Et je précise que moi je ne connaissais ni Yves Cazot ni Guy Bousquet. Et il y a donc 13 mois. J'ai été frappé par le courage de Yves Cazot, par sa rectitude intellectuelle, par sa rectitude morale, et qui me dit on y va. En fait, il montait à l'assaut du mensonge ambiant. Et là, j'ai appris donc qui était Yves Cazot. Yves Cazot avait été un camarade de travail, un camarade professionnel de René Bousquet dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire à la fin de la Troisième République,
Ils avaient continué à se voir un petit peu à Vichy, puis à Paris, puisque René Bousquet se partageait, vu ses responsabilités, entre Vichy et Paris, tandis que Yves Cazot lui-même travaillait toujours dans la préfectorale. Mais comme il ne voulait pas avoir de lien avec l'occupant, il ne s'occupait que de problèmes de beaux-arts. Parce que Yves Cazot, et ce qui est important, et on le met dans ce livre, ce sont tous ces titres de résistance à l'occupant. Yves Cazot est resté haut fonctionnaire pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, mais toujours en lutte contre l'occupant. Il avait des titres de gloire à pouvoir dire, il était témoin pour pouvoir dire tel homme est bien et c'était mon ami. Puis son père a été interné, son père qui avait des fonctions très importantes. Avec Daladier. C'est un homme qui a souffert sous Vichy. Et le père de Yves Cazot est une des personnes, puisqu'il avait un des postes, le poste le plus important en Indochine. Son père a été poursuivi et jugé à Riom. Et là, Yves Cazot, sous la 4e République, a continué une carrière, et notamment, il était un proche de François Mitterrand. Et Yves Cazot a appartenu à des cabinets, nous sommes sous la 4e République à ce moment-là, de François Mitterrand. Yves Cazot est resté un proche de François Mitterrand jusqu'au bout. Yves Cazot est un des créateurs des conventions, des institutions républicaines, qui est l'ancêtre, nous sommes à la fin des années 1960 à ce moment-là, du PS. Et je peux dire que Mitterrand n'étant pas mort, puisque cet ouvrage dont tu parles est sorti en novembre 1995, c'est-à-dire au moment du procès de l'assassin de René Bousquet, Yves Cazot a dédicacé l'ouvrage à François Mitterrand. Il a fait une longue dédicace et c'est moi-même qui ai été le porter rue de Bièvre. Là, je ne peux pas dire, puisque nous sommes à la mi-novembre 95, si François Mitterrand l'a lu, en tous les cas, il ne l'a pas fait savoir, et je ne suis pas de ceux qui font parler les morts. Il y a une chose, pardon de te couper, mais il y a quand même une chose qui est assez qui est rarissime à l'heure actuelle. C'est le courage d'un homme comme Cazot. Parce que on peut dire qu'il a vraiment fait le mauvais choix total. C'est-à-dire que c'est un homme qui est de gauche, absolument, qui n'a absolument rien à prouver à qui que ce soit, et qui décide à la fin de ses jours de dire, voilà, moi je suis pas d'accord avec l'espèce de curé général contre Bousquet, la curé général. La curé. Non, il n'était pas d'accord sur deux plans. La curé contre René Bousquet, pris comme bouc émissaire, la falsification, le montage, tout ça, il démonte, si vous voulez, tout ce que, aussi bien au plan des procédures qu'au plan des actions médiatiques, mais également il a réagi aux déclarations qui voudraient faire croire que la France a pu être complice du génocide. C'est ça. C'est aussi une révolte contre ça. Vous comprenez? C'est une défense d'un ami, mais c'est également un cri en disant, écoutez, non, on peut dire beaucoup de choses, mais on ne peut pas dire que la France a été complice. Je dirais que ça a été aussi une des obsessions de Mitterrand, qui a toujours tenu... en tout cas, une résistance de Mitterrand. Oui, ça c'est sûr. S'il a résisté dans sa vie, c'est la Il a résisté. Là, il a été très très clair. On se souvient de l'entretien avec El-Kabache, au cours duquel il avait opposé un triple non extrêmement vigoureux, et même, je dirais, qu'il y avait des résonances presque prophétiques. Cette façon de dire non, 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 c'est une façon presque biblique d'opposer un refus à la demande d'El-Kabache, qui exigeait de lui qu'il condamne la France pour les crimes de Vichy. Et alors je disais, Cazot, ce qui est très étonnant, c'est que vraiment, s'il y a un acte gratuit au sens noble du terme, c'est bien ce livre, parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'a strictement rien à gagner à ça. Il pouvait attendre ces dernières heures entouré de la considération générale de sa concierge et de ses voisins, et même bien plus, puisque, comme tu le dis, il est ancien préfet, il a été président de la Société des gens de lettres de France, ce qui est vraiment l'endroit où on se fait le plus d'amis, hein. Ça, c'est pas difficile de se faire des copains quand on est président des gens de lettres, et président de la Société de l'histoire de France, qui est quand même aussi le genre de poste où on n'a pas beaucoup d'opposants,
Et voilà que cet homme, d'un seul coup, se dit, il y en a marre de ce mensonge et de cette injustice, et je vais, moi, écrire la vérité. Moi, je connais pas le préfet Cazot. A priori, bon, moi j'étais pas beaucoup d'attirance pour les préfets, et pour les préfets de gauche encore moins, mais là, je suis obligé de dire quand même que c'est un type courageux, enfin, c'est un monsieur courageux. Absolument. Je ne le connaissais pas comme je l'ai déjà dit et répété, mais j'ai vu la franchise et la volonté dans son regard, alors que c'est un vieux monsieur, mais il a une grande juvénilité encore dans son regard. Et si vous voulez, il représente une conscience, oui. Et quand on l'entend, et quand on l'écoute, et quand on le lit, je l'espère, on se rend compte de cette conscience, et ça accrédite beaucoup ce qu'il soutient. Alors, moi je voudrais également rajouter, premièrement, c'est quelqu'un, puisque tu parlais de la Légion d'honneur, il a la Légion sur canapé. Bon. Il a connu tous les honneurs, mais pourquoi c'était la révulsion? Ça a été quand on a assassiné son ami René Bousquet, et en gros, il aurait pu appeler le livre « René Bousquet, mon ami ». Et je pense que c'était face à l'acharnement, c'était mieux. Et ce qui m'a séduit, parce qu'on va me dire, c'est un peu simplé, d'être séduit par un auteur qui peut être quelqu'un, après tout, de bonne foi, mais naïf. Mais c'est que dans ce livre, il y a plus de 100 pages de reproduction de pièces d'époque. Et alors là, en gros, il y a 3 classifications. Il y a des résistants témoignent en faveur de René Bousquet, des juifs témoignent en faveur de René Bousquet. Je précise, ce ne sont pas des lettres anonymes, ce sont des déclarations par Pierre en tête et des gens qui disent. Et on a dit des personnalités témoignent en faveur de René Bousquet. Donc, ça fait une centaine de pages de documents. Et Guy Bousquet, je vous coupe la parole, il ne faut pas le faire par un avocat, mais je vais ajouter quelque chose. Je vais dire que, parce que ça a été ma participation à ce livre, c'est de fournir des documents. Oui. Et des documents qui ne sont pas aux archives nationales. Certains sont aux archives nationales. On a ressorti, Yves Cazot a ressorti de notes essentielles parce que elles font comprendre l'action de mon père, mais indépendamment de ces pièces qui figurent aux archives, là, tous les témoignages sont des témoignages supplémentaires à tous ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Et il a fallu faire un choix difficile, car nous l'avons fait avec Jean Picolec et Yves Cazot, bien entendu, au milieu de centaines de témoignages qui sont encore à exploiter. Alors, il y a plusieurs auditeurs qui vous demandent, qui vous posent une question qui est le centre qui est le cœur du sujet, mais qui demanderait tellement de développement que... Oui, c'est peut-être c'est la seule chose qui me fera hésiter à répondre. Alors, si je m'aperçois que je ne peux pas répondre à la question trop brièvement. En tout cas, il y a une question ponctuelle. Il y a une question générale et une question ponctuelle qui se recoupent beaucoup. La question ponctuelle, c'est... Démentez-vous ou confirmez-vous que votre père a été l'organisateur de la fameuse rafle de Belleville? Alors écoutez, alors là sur ce point, c'est la formule. Bon, la formule publicitaire, c'est presque un panneau publicitaire qu'on a essayé de lui accoler, organisateur de la rafle du Belleville. C'est une ineptie. Hein. Bon, c'est une ineptie. J'invite la personne qui pose cette question à lire le livre, et j'invite également à lire un livre très récent, parce que là on peut dire, bon, c'est peut-être un livre partial, mais j'ai lu ces derniers jours le rapport de M. Raymond qui avait été, vous savez, un rapport avec une commission sur le fichier juif, commission avec des historiens. Bon, après ça, si on dit encore que René Bousquet est l'organisateur du Belleville, on se moque du monde, vous comprenez? Bon, ce qui est pour surprendre un peu plus votre auditeur, c'est également que je l'ai lu encore. Je crois que ça a été dit Antenne 2 dimanche dernier, ou lu dans tel ou tel journal. On dit René Bousquet commandait les policiers de Paris.
Alors que... C'est une méconnaissance totale de l'histoire de l'époque. Mon père n'avait aucune compétence. Mais c'était le préfet de police. Le préfet de police n'était pas sous ses ordres. On vit en plein... On essaie de fabriquer un bloc. On ne veut pas analyser. Il faut analyser les périodes, il faut analyser les situations. C'est l'amalgame poussé jusqu'à la limite de l'absurde. Alors, l'autre question... Je vais vous le dire, au point... une démonstration qui est très claire, c'est que on sait que René Bousquet a été éjecté par les Allemands et remplacé par Darnan. Bon, ben dans en décembre 43. Oui, c'est ça. 31 décembre 43. 31 décembre 43. Bon, ben on sait, c'était clair. La préfecture de police, le changement institutionnel et Darnan rentrait au gouvernement, c'était justement d'essayer d'avoir la main mise sur la préfecture de police, c'est dit dans les textes, ce qui n'existait pas auparavant. Et même pour Darnan, il ne l'a pas eu totalement, parce que Laval s'est arrangé pour qu'il ne l'ait pas totalement. Par conséquent, vous comprenez, il faut éviter les amalgames. On ne peut pas aborder une discussion qui est une discussion de détail, où il faut pratiquement tout rectifier, tout remettre à son jour, tout remettre à son mois, tout remettre dans un ordre. C'est à mon avis, ça a été fait par Yves Cazot de façon très méticuleuse. Il a essayé d'apporter de l'ordre et de permettre aux gens de se faire une opinion au lieu d'être massacrés finalement par des informations totalement surajoutées, qui se superposent et qui transforment complètement la réalité. Alors la question générale, c'est René Bousquet se considérait-il, ou était-il à l'époque considéré comme un collaborateur au sens que ce mot avait à l'époque des... Alors, il était un exécuteur de la politique de collaboration. Je crois que le document doit être dans le livre. Il est très court. C'est un rapport d'une page. On a trouvé son nom nulle part. À aucune réunion, à aucune partie. Si vous voulez, les critères qui étaient les critères de collaboration ou les lieux de collaboration, il n'apparaît jamais. Je crois d'autre part que le chef de la police allemande en France... pense qu'en dehors, et je pense que même dans le... Je vais plus loin, et là, je crois, peut-être dans les amalgames, mais on n'a jamais osé dire ou écrire que mon père était un collaborateur. Parce que c'est une... D'ailleurs, la décision de 49, c'est une décision qui est assez unique. On ne dit pas que mon père avait un pied à Vichy et un pied à Londres. On dit qu'à titre personnel, il a résisté aux Allemands. C'est-à-dire, il était sa propre résistance. C'est-à-dire, et donc, on n'a ni à l'époque, ni actuellement, à mon avis, essayer de démontrer qu'il était on parle de patriotisme dévoyé, il y a des formules qui sont imaginées, mais collaborateur, non. Collaborateur, vous avez dans ce livre la façon dont il était traité à l'époque par les collaborateurs. Oui. Vous avez, quand je suis... La presse de l'époque était très... la presse collaborationniste. Mon père avait à craindre des attentats autant des Allemands que de certains Français. C'est dit dans le livre et c'est prouvé. Guy Bousquet, maintenant je vais vous poser une question. Vous pouvez la juger parfaitement déplacée, odieuse... ça m'étonnerait. Je suis obligé de vous la poser. Ça m'étonnerait de votre part. On a dit, et quand je dis on, je sais de qui je parle, que... si c'est quelqu'un d'autre. Je suis plus prudent. On a dit, on a répété que une des raisons
pour lesquels René Bousquet avait subi victorieusement l'épreuve des tribunaux de l'épuration, oui. C'est qu'il était, comme Noguer, franc-maçon. Alors là, ça c'est absolument inexact. Hein. Non, c'est vrai que dans le dossier de l'époque, bon, les exclus, les gens, il y avait les juifs, il y avait les francs-maçons, il y avait les communistes. Il se trouve que dans les témoins dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait beaucoup de francs-maçons, il y avait beaucoup de communistes, et il y avait beaucoup de juifs. Bon. Mais, donc, sur le plan de l'appartenance à la franc-maçonnerie, ça, si vous voulez, je suis non seulement affirmatif, je sais que ça a été dit, mais ça, la plupart des auteurs, je peux dire même tous, même ceux qui se sont posé la question, ont finalement répondu par la négative. Jean Picolec, moi je vais vous donner une précision qui est à la page 307 du livre. C'est une lettre avec papier en tête de la Grande Loge de France et la lettre est signée du grand maître qui s'appelle à l'époque Georges Marcoux. Nous sommes en 1977. Il écrit à Monsieur Bousquet, remercie d'avoir bien voulu participer au déjeuner auquel je vous avais convié avec quelques amis de la maison. C'est un grand honneur pour moi d'avoir reçu René Bousquet, etc. Permettez-moi, cher monsieur, de vous saluer comme ami, parce qu'en fait, je pense que vous pourriez être mon frère. Donc ça, c'est pas une lettre qu'on adresse à un franc-maçon. C'est un franc-maçon adresse à un franc-maçon. Je lis la phrase. Oui. Permettez-moi, cher monsieur, de vous saluer comme un ami, parce qu'en fait, je pense que vous pourriez être mon frère. Ça laisse supposer qu'il n'est pas son frère, mais pas franc-maçon. Il était ce qu'on appelle un maçon sans tablier, c'est-à-dire un homme qui entretenait beaucoup de relations avec la maçonnerie, avec des francs-maçons. Parce qu'autrement, il a beaucoup protégé les francs-maçons entre 40 et 44 et 43. Dans ce livre où j'ai dit qu'il y avait beaucoup de documents, il y a un document qui est reproduit intégralement, mais je regrette, et je l'avais prévu, mais au dernier moment, il y a une coquille qui s'est passée. Je précise, c'est une lettre de la mairie de Reims. Nous sommes en avril 42. Avril 42, la mairie de Reims, et elle est signée de Paul Marchandeau, et je mets simplement Paul Marchandeau témoigne à Bousquet sa reconnaissance. Nous sommes en 42. Or, ce que j'avais l'intention de mettre dans cette note dessous, je voulais qu'il y ait précisé qui est Paul Marchandeau. Et Paul Marchandeau est une bête noire de votre famille de pensée, puisque les décrets Marchandeau d'avant-guerre, et qui sont les ancêtres des lois Guesso, de la loi Pleven et de la loi Guesso. Donc Marchandeau, qui est donc l'ancêtre des lois de la législation scélérate, et des lois. Je crois que mon père avait été au cabinet de Marchandeau aussi. Alors c'est une circonstance aggravante pour vous. Donc pour les lecteurs qui éventuellement ne savent plus qui est Paul Marchandeau, j'avais l'intention de mettre 2 lignes, et ces 2 lignes à la composition ont sauté. Et dommage, mais autrement, vous voyez page 308 et 309, nous sommes, je répète, en avril 42, Marchandeau, qui, vous voyez, n'était pas quelqu'un de timoré, écrit mon cher ami. Attention, on parlait tout à l'heure d'opposition aux Allemands. Mon père a imposé le maintien comme maire de Marchandeau à Reims. Hein. Alors, Guy Bousquet, on va laisser les auditeurs, ceux qui sont intéressés. Je pense que c'est vraiment un livre intéressant parce que la personnalité de son auteur et la personnalité de son sujet en font un livre clé pour comprendre l'histoire de Et puis surtout, les questions, l'ordre qui est mis, si vous voulez, dans les questions, les gens peuvent réfléchir à partir de ce livre. Alors, ils peuvent ne pas être d'accord, hein, mais ils peuvent. Non, mais bien sûr, il y a tous les éléments de réflexion. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles moi je suis pas d'accord. D'ailleurs, je pense que je crois que vraiment votre père aurait représenté absolument tout ce que notre famille de pensée considère comme adversaire, je dirais pas ennemi, mais adversaire, parce que... C'est pour ça que je vous remercie de me recevoir. C'est pas parce que quelqu'un est un adversaire qu'on peut accepter une espèce de mise à mort. De mise à mort de cette façon-là. Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie de gens qui laissent écrabouiller la mémoire d'un homme sous prétexte qu'il n'était pas de mes idées. C'est vrai que Bousquet représentait beaucoup de choses que je ne partage pas. C'est un démocrate, ce que je ne suis pas, et c'est un homme de gauche que je ne suis pas, c'est un serviteur de la République, ce que je ne suis pas.
et bien d'autres choses. Bon, le journal dont il a été l'administrateur, qui est la Dépêche du Midi, est pour moi l'incarnation de la mauvaise presse, mais c'est pas une raison. On peut se battre face à face politiquement, on peut s'affronter, se jeter des injures, des imprécations au visage, mais on n'a pas le droit de faire ce qui a été fait. De déshonorer quelqu'un. Ouais. Alors la dernière question que je voudrais vous poser, parce que c'est celle quand même que se pose tout le monde, et je vous demanderai une réponse d'appréciation. Quel était réellement le degré d'intimité, si intimité il y avait, entre votre père et François Mitterrand? Écoutez, je vais vous dire, sur 2 points en tout cas, sur 2 points récents qui ont été confirmés, il ignorait le cancer de Mitterrand et il ignorait l'existence de Mazari. Ça prouve qu'il lisait pas Minute, alors. Il ne lisait pas Minute. Il avait bien tort. Bien, Guy Bousquet, encore une fois, merci d'être venu, parce que je crois qu'il est parfaitement clair que vous n'avez pas manifesté en venant ici une adhésion partisane, mais vous avez accepté de venir pour dire... Je suis très reconnaissant que vous m'ayez reçu, parce que ce livre, je ne vous cache pas, est pour moi une espérance, puisque ça ouvre tout de même des explications qui sont différentes de celles que j'ai l'habitude de lire, que je lis de moins en moins d'ailleurs, mais que j'ai malheureusement lu pendant très longtemps dans la presse. C'est de moins en moins facile aussi de dire la vérité contre l'univers du mensonge. Ça devient risqué financièrement, judiciairement, physiquement. Et c'est pour ça que moi je trouve courageux qu'un vieux monsieur comme Yves Cazot bien, on essaiera de suivre son exemple. De faire ça. Voilà. Essayons d'être dignes de son exemple dans ce domaine. J'espère que je serai jamais préfet, et surtout que je serai jamais préfet socialiste, mais je voudrais bien avoir toujours son courage. Merci Guy Bousquet. Merci mon cher Jean Picolec. Oui, un auditeur propose un rectificatif. Il nous dit que Joseph Darman a été nommé secrétaire d'État à l'Intérieur le 13 juin 1944 et non pas en décembre. Non, ça c'est... Alors il faut lui... C'est un détail, mais c'est une grande erreur. C'est le 31 décembre 44. Non, attention, il y a 2 choses différentes, exactement. Vous avez tout à fait raison, il y a 2 choses différentes. Il a été nommé ministre peut-être de l'Intérieur, mais il a le secrétaire général à la police responsable du maintien de l'ordre, il a été nommé en janvier. Il a pris le 3 ou 4 janvier. 3 ou 4 janvier 41 décembre. J'indique d'ailleurs que son entrée au gouvernement. Les éditions Jean ont pu être modifiées, oui. J'indique d'ailleurs que les éditions Jean Picolec ont publié il n'y a pas très longtemps une biographie de Joseph Darnan. Hugues Viel, qui est un sacré bonhomme aussi, celui-là. C'est pas un perdreau de l'année, mais c'est aussi quand même quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui n'a pas été milicien, je m'empresse de le dire. Donc c'est pas un bouquin écrit par un turiféraire de Darnan, mais c'est un bouquin tout à fait passionnant, un vrai document d'histoire, dont le titre est Joseph Darnan, La mort en chantant. La mort en chantant, voilà. Joseph Darnan, La mort en chantant. Écoute, si tu peux me demander à Hugues Viel de venir dans cette émission, je serai... Voilà, réquisitionne-le. On parlera de son livre qui est quand même un beau bouquin, et encore une fois un livre courageux, parce que écrire la vérité sur Darnan en 1996, il faut quand même avoir quelque chose dans la... Quoi donc? Sous la casquette, oui, c'est ça que je voulais dire. Merci, messieurs. Un autre auditeur aussi demande si il est vrai qu'un homonyme de René Bousquet a été vitriolé il y a quelques années. Tout à fait. Parfaitement exact. C'est pas mes sbires non plus qui ont fait ce vitriolage. Quelqu'un qui habitait, je crois, Neuilly également. Oui. Eh bien, on va complètement changer de sujet parce qu'on va parler de fleurs maintenant avec Cécilia, que j'accueille avec le même plaisir que l'on voit fleurir les pâquerettes sur les pelouses de nos jardins. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors ce soir, je vais revenir sur une petite controverse qui s'était installée entre les auditeurs lors de mon dernier passage, et dont on m'a remis les messages au secrétariat après l'émission.
au sujet du rosier qui s'appelle cuisse de nymphe émue. Ah oui, la fameuse cuisse de nymphe émue. Alors certains prétendaient que c'était pas une fleur, d'autres que si, d'autres que disaient la posséder. Une télécopie très péremptoire d'une grande écriture autoritaire nous disait même qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une fleur, mais d'une couleur. Bon, il s'agit peut-être d'une couleur, mais il s'agit aussi d'un rosier. Il existe le rosier cuisse de nymphe, qui était connu avant le XVe siècle. Et il existe ensuite la petite cuisse de nymphe, connue depuis la fin du XVIIIe, et enfin la fameuse cuisse de nymphe émue, qui est d'un rose un tout petit peu plus foncé que les autres. C'est un rose assez indéfinissable et tout à fait ravissant. C'est un rosier extrêmement odorant. Il a été obtenu par Vibert, un Français, et on peut en admirer à l'occasion à la Malmaison. Alors j'espère que les auditeurs là seront rassurés sur l'existence de cette cuisse de nymphe émue. Et je précise que je dois dire que passer directement de Darnand à la cuisse de nymphe émue, il y a vraiment que sur Radio Courtoisie qu'on peut s'amuser à ce genre de saut qualitatif. À la famille des rosiers Alba. Et une autre question que j'avais transmise à Daniel, mais qui en exige d'y répondre, peut-être a-t-il l'intention de le faire, au sujet de la fleur de lys. La fleur de Daniel Amiche ? Oui, n'est-elle pas très sérieux, une fleur d'iris? Il est certain que la fleur de lys héraldique ressemble davantage à l'iris qu'au lys botanique. Enfin bref. Alors, nos auditeurs intéressés par cette question pourront trouver un élément de réponse dans un très beau livre dont on parlera à la rentrée, parce que son auteur est un producteur d'iris, et pour l'instant, juillet et août sont ces 2 grands mois d'expédition de ces bulbes, mais il m'a envoyé un très beau livre dont il viendra nous parler, et il évoque ce sujet. Alors, il s'agit de l'iris, une fleur royale, de Richard Cailleux. Et on peut se procurer ce livre pour 222 francs plus 30 francs de frais d'envoi à Cailleux SA, à la Carcaudière, 45 500 Poilly-Légien. J'incite aussi les amateurs, nos auditeurs amateurs d'iris à rendre visite à cette entreprise parce qu'on y trouve peut-être les plus beaux iris de France et ils recevront là-bas un accueil tout à fait charmant par quelqu'un qui est passionné par son métier et par son sujet. Et nous retrouvons donc Richard Cailleux à la rentrée. Un auditeur nous fait savoir que la cuisse de nymphe émue n'est pas seulement une rose. Ça, je veux bien le croire. C'est un vin de Bourgueil. Ah, cuisse de nymphe, mais pas émue. C'est peut-être ému si on le tourne avec une cuillère. Une fois qu'on a bu. Oui, mais il a raison, il existe un vin qui porte ce nom. Et alors maintenant, je vais proposer une petite... Alors, pour répondre à une objection qui m'est souvent faite, on déplore souvent que je recommande des livres coûteux. Je n'y suis pour rien. Il faut reconnaître que les livres qui sont... Vous ne touchez pas de pourcentage en tout cas. Qui sont richement illustrés, évidemment, coûtent assez cher. Je vais présenter ce soir 3 livres... beaucoup plus léger au point de vue prix, et nous allons commencer par une petite promenade en Provence. Alors, nous avons cueillettes en Provence, cueillettes au pluriel, cueillettes en Provence, fleurs, fruits, légumes, herbes, de Lizzie Napoli. Alors, c'est un ravissant petit livre. Lizzie Napoli est connue des auditeurs, je crois qu'elle a été invitée par Philippe Lejeune déjà, parce que c'est une aquarelliste très, très talentueuse et très délicate. Alors, elle se contente de peindre les fleurs, les légumes et les herbes, et d'en indiquer seulement le nom courant et le nom botanique. Et c'est vraiment ravissant. Et c'est dans un petit format. Alors voilà comment elle présente elle-même son livre. Les yeux fermés, vous savez que vous êtes en Provence. Même les platanes ont un parfum. Ici, toutes les bonnes choses de la terre vous sont presque offertes. Je vous en ai dessiné quelques-unes. Lizzie. Alors, commencer un livre d'aquarelliste par les mots les yeux fermés, c'est quand même pas mal. Oui, mais je vous assure alors, je crois qu'elle viendra aussi à l'automne avec un autre livre sur la flore de Provence. C'est très très joli. Chez Equinox, c'est une petite maison d'édition, c'est une maison d'édition provençale extrêmement sympathique. Et là, cette collection qui s'appelle Carré de Provence est vraiment très agréable et elle coûte 18 francs. Alors, une autre petite promenade. Pas 18 francs. 98 francs, oui, excusez-moi. 100 plantes et fleurs sauvages de Martigues et sa région, de Michel Deuf,
publié par Martigues Communication, 80 francs. Je crois que c'est la mairie de Martigues. Je suis désolée, d'après ce que vous en avez dit tout à l'heure, j'ignorais totalement sa couleur. Non, mais les socialistes, mais extrêmement intéressant. Ils ne peuvent pas avoir que Mein Kampf dans la bibliothèque, ou que les œuvres de Maurras. Il présente en très jolie fiche, fort bien illustrée, les 100 plantes et fleurs les plus répandues dans la région, à l'usage donc des touristes qui se posent souvent des questions. Alors évidemment, chaque fiche comporte aussi le nom provençal de la plante. C'est ainsi qu'on nous rappelle que le thym s'appelle la farigoule, ce qui est beaucoup plus joli. Et dans les diverses annexes techniques qui accompagnent ce petit guide, il y a d'abord 3 comptes. Et puis il y a aussi une liste des musées où on peut voir ces plantes et des hôpitaux de la région. Je suppose qu'il se méfie des gens qui seraient imprudents, qui ne se méfieraient pas des plantes toxiques. Et pour ceux qui auraient le temps d'aller un petit peu plus loin, de s'envoler sous les tropiques, le guide des plantes tropicales d'Andreas Bertels, plantes ornementales, plantes utiles et fruits exotiques. Alors là, c'est publié par Eugen Ulmer, il coûte 155 francs. Mais il répertorie plus de 300 plantes tropicales avec des fiches très approfondies. Et il y a parmi les diverses annexes également une liste des jardins botaniques des zones tropicales, donc on peut faire de très beaux voyages, et puis les jardins botaniques de France et de Belgique ayant une collection de plantes tropicales. Et je pense que cet ouvrage peut intéresser les gens qui n'iront pas si loin, parce que les plantes tropicales envahissent de plus en plus nos vitrines de fleuristes et nos marchés et peuvent entrer dans de très belles compositions. Voilà, eh bien je vais dire à nos auditeurs au mois prochain. Merci Cécilia d'être venue nous présenter ces livres, très très jolis d'ailleurs. Et très utiles pour certains d'entre eux. Et pas cher pour une fois. Ben voilà, j'ai fait un petit effort. Oui, Victoria. Une réponse à une question. Pouvez-vous nous donner le nom des journaux et la date des journaux que vous avez cités à propos de la mort de Touvier ou les interviews des gardiens de prison? C'est dans France Soir. Il y avait, mais alors la date, je pense que ça devait être le lendemain ou le surlendemain de la mort de Touvier, c'est-à-dire c'était jeudi ou vendredi dernier. Il y a eu un article dans France Soir dont le titre était particulièrement crapuleux puisque c'était, je crois, Touvier est mort d'une façon misérable. Pitoyable. Alors, quand on lisait ce titre, on avait l'impression que Touvier était mort d'une façon. Quand on dit mort d'une façon pitoyable, on comprend que il s'était exprimé d'une façon qui donnait à croire qu'il était mort lâchement. Voilà, c'est ça. Et quand on lit le corps du papier, on s'aperçoit qu'en fait, il est mort dans des souffrances atroces et dans des conditions particulièrement terribles. Et il y a quelques témoignages de ces gardiens qui sont des témoignages ignobles parce que sans aucun respect pour quelqu'un qui, quoi qu'il ait fait par ailleurs, est mort dans des souffrances terribles. Et il y a un manque de tenue, il y a un manque de rigueur, il y a un manque de respect du devoir de réserve et de simple respect dans toute cette histoire qui est assez consternante. Alors je vous dis, c'est François de jeudi ou de vendredi dernier. Puis les obsèques donc de Paul Touvier auront lieu demain jeudi à 10h à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Voilà. J'ai essayé d'avoir, mais on n'y arrive pas, Monsieur Farid Smaï, parce que je voulais lui poser une question, je voulais lui demander si on peut me rendre le texte qu'il nous a envoyé, de nous dire en direct au téléphone le contenu d'un petit message qu'il nous a fait parvenir et que je vais vous lire, et qui répondait très curieusement à une question d'auditeur. Un auditeur nous dit: que pensez-vous de la déclaration de Jamel Bourras, médaille d'or en judo aux Jeux Olympiques pour la France, et qui a remercié l'islam pour cette victoire. Et au moment où cette question est arrivait sur le bureau, sur la table de cette émission, le message suivant de la part de M. Farid Smaï, qui est président du Forum national arabisme et francité: je suis outré, scandalisé par les déclarations de M. Jamel Bourras, qui, en réponse à la question de savoir à qui il dédiait sa médaille d'or, n'a pas hésité une seconde à répondre: au monde musulman. Et Farid Smaï ajoute: voilà un garçon qui a été formé, éduqué et payé par la France pour pratiquer le sport d'élite dans lequel il a réussi, et qui maintenant tient des propos
qui montre que les binationaux n'ont que mépris pour la France. Et Farid Ismail ajoute, j'accuse les médias et le gouvernement et les binationaux pardon, c'est assez difficile à lire, j'accuse les médias et le gouvernement alors je n'arrive pas à lire, ces binationaux qui font du tort à la France. Voilà, j'aurais aimé que Farid Ismail puisse nous dire ça de vive voix, mais nous ne sommes pas parvenus à le joindre au téléphone. Merci à Daniel Amiche d'avoir supporté mon inévitable débordement. Je vous quitte maintenant pour, je crois, un petit mois. Je vous souhaite de bien bronzer. Ne bronzez pas idiot, faites comme nous, bronzez intelligemment. Ou ne bronzez pas du tout d'ailleurs, ce qui est encore la meilleure solution. Que Dieu nous garde.